Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et peut-être qu'aujourd'hui tu penses que je vais parler de photographie urbex. Non, ça sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu comment les fabricants d'appareils photo nous pompent notre fric avec plein d'extras. Donc je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Mais n'oublions pas de dire merci à mon sponsor pour mes vidéos en français, Arvia, écoledefotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais on parlera de tout ça en fin de vidéo. Mais je vais quand même te dire trois petits trucs avant. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxièmement, si tu allais te financer par le système de CPF, compte personnel de formation, premier point, si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus te financer par CPF. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Sauf pour les demandeurs d'emploi, ça sera plus possible d'avoir un financement à 100%. Donc, la loi n'étant pas encore appliquée, inscris-toi au plus vite parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date de début du cours. Donc, voilà. Regarde, je te laisse les liens en description, leur téléphone qui est gratuit te répondre à toutes tes questions et aussi n'oublie pas de t'inscrire sur leur forum photo qui est complètement gratuit, hein, donc un forum typique en français. Voilà, donc c'est parti. Alors ça y est, tu as acheté ton appareil photo, tu es content, tu es prêt pour aller faire des photos? Eh bien non. C'est là que tu te rends compte que utiliser ton appareil photo implique certains coûts extra, complètement bien pensés par les fabricants. Et non seulement pour faire des photos, mais dans le temps, il y a aussi d'autres coûts extra. Donc j'ai fait une liste de 10 points et je pense qu'il faudrait réfléchir dessus parce que je pense qu'il faudrait commencer à pleurer un peu plus pour que les fabricants arrêtent de se moquer de nous. Alors on va commencer par le point noir que j'ai répété énormément de fois dans chaque essai d'appareil photo pratiquement, c'est le célèbre chargeur. Alors un jour il y a un mec qui a dit on va arrêter de mettre les chargeurs. D'abord au début autrefois, il y avait un type de chargeur, c'était un chargeur où tu mettais la batterie dedans, tu chargeais au mur et tu pouvais mettre une deuxième batterie dans ton appareil photo et la faire un tour. Ça, ils ont viré ce genre de chargeur, les plupart, et maintenant, tu as des chargeurs que tu dois brancher directement sur l'appareil. Donc, pendant que la batterie elle charge, tu ne peux pas faire de photo. Si tu vas faire un tour, oublie. Donc finalement, il faut un chargeur optionnel qui est comme celui d'avant qu'ils avaient viré. Et certaines marques ne mettent même plus de chargeur, mais te mettent un petit câble. C'est quand même sympa de te mettre un câble USB-C. Alors moi, je gueule là-dessus à chaque fois parce que je trouve ça complètement lamentable. Alors il y en a qui n'ont pas compris qu'on se fout de nous et ils te disent « Ouais, mais c'est pour des raisons d'environnement, pour la pollution, pour tout ça. » Ça, c'est un mensonge. D'autres disent que c'est pour une raison de loi. C'est aussi un mensonge. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les chargeurs. Ce qu'a décidé la communauté, l'Union européenne, il va y avoir obligation d'utiliser des câbles USB-C. Mais on n'a pas parlé des chargeurs. Quand quelqu'un me dit « Ouais, mais l'environnement et tout ça », certes, si tu avais déjà un autre chargeur qui pouvait charger ton appareil, ben oui. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que 3/4 du temps, tu vas changer de modèle de batterie quand tu vas changer d'appareil. Le chargeur que tu avais déjà ne va pas être bon, il faut quand même un autre chargeur. Si tu avais acheté un chargeur optionnel externe, eh ben, il n'est plus bon non plus. Donc, tu vas quand même en acheter un parce que ce n'est pas du tout opérationnel d'être en train de charger ta batterie dans l'appareil et attendre qu'elle soit chargée pour continuer à faire des photos. Donc, si tu as 2-3 batteries, tu veux les faire tourner et les charger pendant que tu fais un tour. Donc, tu finis par acheter quand même un chargeur externe. Voilà. Donc, où est l'économie pour l'environnement? Il n'existe pas dans la plupart des cas. Voilà. Donc, je te laisse le lien de la vidéo où j'avais parlé de l'histoire des chargeurs. Donc, ça, c'est le premier point pour te sortir ton fric. D'ailleurs, ils n'ont pas, si c'était honnête cette histoire, il y aurait un prix différent de l'appareil avec ou sans chargeur, par exemple. Mais ce n'est même pas le cas. Tu te prends vraiment une grosse claque si tu veux ton chargeur extra. Et finalement, tu es quand même obligé de l'acheter parce que tu vas en avoir besoin. Alors, je conseille les chargeurs alternatifs. Patona, par exemple, qui marche très bien et tu fais de grosses économies. Alors, si jamais tu allais acheter du matos photo ou vidéo et tu le fais chez Digiphoto, par exemple, on parlait de Patona, ils ont du Patona, aussi bien les chargeurs que les batteries, hein, c'est juste un exemple, aussi des pare-soleil alternatifs, tout ça. Donc, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, eh bien, il y a une case à côté, code promo, c'est complètement compatible et ça me file vraiment un coup de main. Je te remercie, continuons. Deuxième point, les batteries. Là, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a deux points. Le premier, c'est que 3/4 du temps, quand ils sortent un nouvel appareil photo, ils changent le modèle de batterie. Donc, celles que tu avais avant, ne te servent plus, donc il faut que tu en achètes d'autres. Donc, si tu avais une ou deux ou trois batteries, finalement, tu vas racheter des extras. Ça, c'est d'une part. Et deuxième part,
Ouais, les tarifs. Les tarifs, quand tu vois des batteries à 90 euros, 90 euros, 80, 70, plus de 100, certaines marques c'est plus de 100 euros, tu dis, ah, non mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment du gros délire. Qu'est-ce qu'elles font ces batteries aussi miraculeuses pour coûter ce prix-là? Et après, tu regardes les marques alternatives comme Patona. Alors, je ne fais pas de la pub pour Patona, simplement j'en ai aussi, j'en suis content, qui va coûter la moitié ou le tiers du prix et qui fait exactement la même chose. Certains fabricants mettent même un microchip dans la batterie pour bien vérifier que c'est une batterie originale. Ça veut dire que tout d'un coup, l'appareil photo va dire que la batterie que tu as mis, qui est clonique, n'est pas compatible. Donc, il va falloir que tu achètes une batterie originale. Apparemment, avec les Patona, j'ai jamais eu de problème, ça ne dit rien. Voilà. Mais tu te rends compte que les histoires des batteries, les tarifs des batteries, c'est du gros délire. Comment des batteries de marques alternatives durent pratiquement ou souvent le même temps, la même quantité de temps, et coûtent la moitié ou le tiers. C'est pas sérieux. Donc là, ils nous pompent notre fric au niveau des batteries. Troisième point, les cartes mémoire. Alors sur les cartes mémoire, pareil, double stratégie. La première stratégie, parce qu'ils sont tous potes en fait dans le secteur, eh bien c'est de recommander des cartes qui sont bien supérieures à ce dont tu as réellement besoin. Je l'avais expliqué sur une vidéo sur les cartes mémoire. Moi par exemple, mon Lumix S5 Mark II, même en 4K, va parfaitement avec des V60. Donc V60 c'est la vitesse, des SanDisk, mais enfin V60 c'est un standard pour la vitesse, alors qu'on recommande apparemment des V90, voilà, donc qui coûtent beaucoup plus cher. Et autre truc qui est complètement lamentable, c'est comment grâce aux batteries d'une part et aux cartes mémoire d'une autre, ils vont faire que tu finis par jeter ton appareil photo à la poubelle. Pourquoi? Ben voilà, tu as un appareil photo qui a 10-12 ans, qui va très bien, tu en es ravi, tu n'as aucun problème, et tu dis, tiens, je vais acheter une nouvelle carte mémoire. Et tu as des compacts flash de 4 Go. Et tu vas au magasin, tu dis, avez-vous des compacts flash? Oui, on a de 256 Go, et ça coûte 300 euros. Ouais, mais je veux une 4 Go. Ah non, ça se fabrique plus. Mais comment je fais si j'ai besoin d'une deuxième carte mémoire? Ah ben c'est pas possible, il n'y en a plus, cherchez 2 cases si vous trouvez. Voilà. Donc ils changent les standards pour t'obliger à changer d'appareil photo, même si cet appareil photo va parfaitement. Alors les standards, des fois c'est nécessaire, puisqu'il y a de nouvelles vitesses, des nouvelles trucs sur certains appareils, donc ils ont changé ils ont créé des nouveaux types de cartes, mais ils ne peuvent pas te laisser quand même à l'abandon avec le carburant dont tu as besoin pour ton appareil photo. C'est quand même du gros délire. Eh bien là encore, ils te forcent à changer d'appareil photo ou ils te ruinent sur des cartes avec des tarifs du délire. Voilà. Point 4, comme j'ai dit, ils sont tous potes, mais aussi avec le fabricant de l'ordinateur et le fabricant du software. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je suis sur Mac, mais des gens qui sont sur Windows ont le même problème. Tu es ravi, tout va bien, ça marche, tout va bien. Tu changes d'appareil photo et voilà, tu veux ouvrir le fichier RAW sur ton Lightroom et Lightroom te dit il faut actualiser. Je vais actualiser mon Lightroom. L'ordinateur est trop vieux pour cette version. Ah, et qu'est-ce que je fais? Tu changes d'ordinateur, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas actualiser ton système d'exploitation. Donc, il y en a certains qui travaillent avec des softwares alternatifs comme Darktable par exemple ou Rotherapy qui sont gratuits. Mais quelquefois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de changer d'ordinateur. Et c'est complètement absurde parce que tu n'as pas forcément un gain de définition aussi grand. Quand tu passes de 16 millions à 26 millions de pixels, c'est vrai, c'est beaucoup plus, mais ton ordinateur peut sûrement bouger les 26 millions de pixels. Par contre, il n'arrive pas à installer le software pour développer l'euro de 26 millions de pixels. Donc, voilà, tout le monde est de mèche et on te force à changer l'ordinateur. Voilà. Le point 5, alors ça, c'est un point que j'adore. Quand tu achètes un bon objectif de marque, pas forcément de marque, quelquefois ça ne paye pas très cher, mais quand dans la marque de ton appareil photo, tu achètes la gamme Pro, ils vont normalement t'inclure un pare-soleil. Mais quand tu ne prends pas la gamme Pro, paf, grosse claque dans la tête, tu n'as pas de pare-soleil. Et par exemple, moi je vois mon Olympus 60 mm macro, eh bien résultat, le pare-soleil optionnel coûte 30 ou 40 euros. Résultat, j'ai acheté un clone, un JJCR, qui m'a coûté, je crois, 15 euros, un truc comme ça. Et si je te parlais de certains, alors je parle, là j'ai dit OM System, Olympus, mais enfin, ils sont tous pareils. Dès que tu prends le pare-soleil qui correspond à la marque, ils vont te prendre minimum 30, 40, 50 euros, voire beaucoup plus. Sur les téléobjectifs ou les zooms télé vraiment longs, il y a des pare-soleil optionnels qui coûtent plus de 100 euros. Donc c'est encore du délire. Tu ne vas pas me dire qu'un bout de plastique, ça vaut ce prix-là. Mais là, on va te repomper ton argent. Voilà.
Au revoir le fric. Point 6. Ben, au niveau des réparations, tu te reprends une claque. Parce que si ton appareil est en garantie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il n'est plus en garantie ou la peine que tu as n'est pas couverte par la garantie, là, tu peux avoir un problème. Je donne un exemple. Alors, ce n'est pas un truc contre Canon, hein, c'est un exemple que j'ai en tête, parce que je connais le cas. Tu prends par exemple le 24-105 mm f4, le EF, qui a eu énormément de pannes. C'est la nappe, ça s'appelle, donc c'est des câbles à l'intérieur qui se coupent, et normalement hors garantie. Et quand tu envoies ton appareil chez Canon, ils te demandent, je ne sais plus, c'est 400 ou 450 €. Tu commences ça, la réparation, un objectif qui vaut 700, 800, être la moitié. Mais comment ça? C'est ça, un tarif plat, c'est un forfait. Ouais, mais c'est dingue. Donc, si toi, tu t'y connais en électronique, le composant il doit valoir 30 €. Il y a des réparateurs indépendants qui te font ça pour la réparation pour 100 ou 150 €. Mais si tu vas chez Canon, c'est 400 ou 450 €. Pareil, chez OM System, le bouton, il y a des gens qui ont eu un bouton qui a flanché au niveau de l'interrupteur. Eh bien, la réparation, je ne sais pas si c'est 250 ou 300 €, alors que le composant, il doit valoir 20 €, quoi. Pourquoi? Parce que c'est du forfait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il arrive à ton appareil, je te fais payer un tarif fixe. Alors, si c'est une grosse panne, c'est bien pour toi. Par contre, si c'est une bêtise, n'importe quoi, il y a un moment, ça ne vaut même pas le coup de réparer parce que tu es dégoûté. Voilà. Donc, on te repompe ton fric avec un tarif plat au lieu de te donner un devis et te dire combien ça va coûter, ou il y a des trucs qui sont évidemment beaucoup moins chers que les 400 ou 250 ou 300 ou 500 € qu'on va te demander de manière fixe. Voilà. Point 7, les garanties. Alors, les garanties, ça c'est folklorique aussi. Il y a des garanties qui sont nationales, des garanties qui sont continentales et d'autres qui sont internationales. Alors quand c'est international, tu n'as pas de problème, peu importe où tu vas avoir la panne, ton appareil est couvert par la garantie. Là où ça se gâte, c'est quand c'est continental ou national. Par exemple, tu vas dans un pays, tu achètes ton appareil photo, tu en es ravi, tu fais tes photos, tout ça, tu as payé, il est en garantie, tu rentres en France, en Belgique ou au Québec, où tu habites, ou en Suisse, peu importe, et tout d'un coup, il y a une panne. Donc, tu appelles le distributeur local ou le téléphone national pour cette marque et on te demande le numéro de série. On dit « Ah oui, mais votre appareil, il n'a pas été acheté ici, il a été acheté en tel pays. » « Oui, mais il n'est pas en garantie ici. » « Comment ça? »« Non, il n'est pas en garantie ici. »« Ah non? » « Ben non. » Il fallait une garantie internationale. Alors, certains te font payer un extra pour avoir la garantie internationale, sinon, il n'est pas en garantie. Il faut que tu renvoies l'appareil dans le pays où tu l'as acheté pour le faire réparer, souvent avec des taxes à l'exportation et des taxes au retour, même si c'est une réparation. Après, tu peux réclamer au fisc, mais si ça se trouve, il va falloir 2-3 ans avant qu'ils reconnaissent que ce n'était pas un achat, mais une réparation. Et là, ils te rendront peut-être tes impôts, tu vois, tes taxes. Voilà. Donc, c'est du gros délire, c'est abusif. D'ailleurs, il y a des sentences, des verdicts dans ce sens-là, au moins des bagnoles. Il y a eu un cas, je crois, c'est Renault, je ne suis pas sûr, ne prends pas au mot, un mec qui avait acheté une Renault en France, qui l'a fait changer l'immatriculation en Espagne et il a eu une grosse panne pendant le temps de garantie. Et Renault Espagne disait que c'était pas couvert, la garantie n'était pas couverte parce qu'il n'avait pas été acheté par Renault Espagne, chez Renault Espagne. Et en procès, il a gagné puisque étant la même entreprise, le même fabricant, le même produit, il devait couvrir la garantie. Mais apparemment, au niveau des appareils photo, il n'y a pas eu de verdict ou truc comme ça. Et donc, tu es pour tes pieds. Voilà, donc quand tu achètes un produit, fais bien attention de l'acheter à un endroit où après, tu pourras profiter de la garantie s'il y avait un problème. Parce que sinon, ça peut être assez catastrophique. Voilà. Point 8. Eh bien, autrefois, tu achetais un appareil photo, même d'entrée de gamme ou milieu de gamme, et c'était un appareil qui était bien construit. Maintenant, on se rend compte que surtout en entrée de gamme et en milieu de gamme, les produits, les matériaux sont de pire en pire. Les plastiques se décollent, les grippes après un certain temps deviennent gluants, il y a des pièces qui tombent, des boutons qui tombent. C'est une catastrophe. La construction n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a 15 ans. Quelqu'un qui a acheté un Canon 350D qui avait beau être en plastique, eh bien il y a plus de chances qu'il ne tombe pas en panne ou qu'il n'ait pas de boutons qui tombent ou la peinture peut se rayer mais qu'il ne tombe pas en miettes lui-même, les matériaux, que le dernier modèle d'entrée de gamme de chez Canon. Alors je parle Canon, mais c'est Nikon, chez tous, c'est tous pareil. Donc tu te rends compte que les matériaux utilisés sont de pire en pire. Et il y a un moment où quand ton grip devient, la poignée devient gluante ou les boutons, la peinture a décollé rapidement et tout ça, eh bien tu as de moins en moins envie d'utiliser l'appareil et tu veux en changer. Voilà. Donc c'est lamentable, je ne vois pas pourquoi les gens n'ont pas le droit aux mêmes matériaux qu'il y a 10, 15, voire 20 ans. Voilà. Alors point numéro 9.
Eh bien, quand tu achètes un appareil photo, autrefois on te mettait un CD avec un programme, un logiciel dessus. Maintenant, tu as une belle carte avec un code QR et tu vas pouvoir télécharger le software pour développer les RAW depuis le site du fabricant. Alors, ces softwares, ils les mettent encore, mais en général, sauf certains cas, ils sont absolument nuls. Celui qui vient avec Lumix, par exemple, le Silky Pix, c'est une usine à gaz. Le seul que j'ai vu qui tient vraiment la route, eh bien, c'est celui de Hasselblad, le Focus, qui tient la route. Mais dans l'ensemble, ce qu'on t'inclut, ça sert pas à grand chose ou ça a des choses assez limitées. Donc si tu veux tirer la quintessence de tes RAW, bah, finalement il faut que tu utilises un software, un logiciel de tiers. Donc d'une certaine manière, il t'oblige à acheter un programme chez un autre. Donc celui qui pense utiliser le programme qui vient inclus avec son appareil photo, bien, dès qu'il va vouloir faire un développement de RAW un petit peu plus avancé, ben, il va se retrouver attrapé, il ne pourra pas le faire. Donc ça c'est pareil, c'est lamentable, je ne comprends pas pourquoi le fabricant de l'appareil ne met pas un programme en condition. Alors il y a eu certaines opérations réciproques où par exemple eh bien, il t'inclut une licence gratuite d'un software avancé, par exemple il y a eu certains accords avec Capture One, des choses comme ça, mais ce n'est pas habituel. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un coût extra qui peut être très important et auquel les gens n'avaient pas pensé et ben, c'est pas sérieux. Voilà. Mais le point le plus fort pour vraiment te sortir ton fric, c'est pas de sortir des nouveaux modèles, parce que sortir des nouveaux modèles, c'est logique. Une entreprise doit sortir des nouveaux modèles pour continuer à vendre et à grandir. C'est même pas le fait de dire que leur nouveau modèle d'appareil photo est mieux que le précédent. Ben, c'est souhaitable. Si tu sors un truc nouveau qui n'est pas meilleur, ça serait dommage. Mais le pire, c'est de te faire croire que l'appareil photo que tu as ne sert plus pour faire des photos. Je ne parle même pas d'être obsolète au niveau qu'il n'a pas les dernières technologies, ça c'est logique, mais qu'il ne sert plus à rien. Et tout ça orchestré par une kyrielle de youtubeurs et d'influenceurs. Alors je suis youtubeur et photographe, mais je ne m'inclus pas dans eux parce que je n'ai pas cette mentalité. Je présente les nouveaux produits qui existent, mais pas en t'expliquant qu'il faut que tu mettes l'appareil précédent à la poubelle. Et c'est le gros problème. Alors là, tu vois, on est dans cet endroit, j'étais là il y a 20 ans, j'avais mon appareil photo, un 350D par exemple de Canon, puisqu'on parle de 350, j'ai fait des photos et les photos étaient magnifiques. Voilà. Je reviens aujourd'hui, 20 ans plus tard, ou je ne sais pas quand il est sorti 350D, 22 ans, ouais, 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, hein, peu importe. J'arrive, je fais mes photos, les photos elles vont sortir comme il y a 15 ans, hein. C'est le même appareil photo, la même situation de lumière, elles vont sortir pareil. Alors pourquoi me dit-on que cet appareil photo ne sert plus à rien? C'est absolument débile. Que le nouvel appareil photo me permet d'avoir un rend dynamique un peu meilleur ou des couleurs peut-être un peu plus justes ou qu'il va être plus rapide pour faire la mise au point ou que le temps de pouvoir voir la photo sur l'écran va être plus rapide, oui, je suis complètement d'accord. Que ça va être plus agréable, plus confortable, ça, je suis complètement d'accord. Mais te faire croire que cet appareil photo ne sert plus à rien, c'est du mensonge. C'est complètement du mensonge. S'il y a 12 ans, 13 ans, je faisais un mariage avec un 5D Mark II, qu'est-ce qu'ils ont changé dans le mariage pour que je puisse plus faire un mariage avec un Canon 5D Mark II? Ils n'ont rien changé. Donc, te faire croire que tu ne peux plus le faire, c'est complètement débile. Et surtout que c'est orchestré complètement par des marques, évidemment, que ça me semble logique qu'ils veulent vendre, mais aussi par des mecs qui n'ont absolument rien compris, qui te vendent leur soupe. Il y a une grosse différence entre te présenter les nouveautés, ce qui est chouette, ce qui est bien, technologiquement c'est intéressant, et te faire croire que ce que tu as, ça ne sert à rien. Et ça, il ne faut surtout pas les écouter. Tu changes d'appareil photo quand il est cassé, quand tu ne l'aimes plus ou quand tu changes le genre de photo que tu fais et celui que tu avais effectivement ne te permettait pas de faire ces photos. Ou simplement parce que tu adores changer d'appareil photo chaque année. Et ça, c'est ton droit. Mais ne crois pas que c'est parce que ton appareil photo ne sert plus à rien. Ça, c'est le point le plus noir. Donc voilà, c'était les 10 points. Alors, certains de ces points, on peut les éviter, des options alternatives, que ce soit en programme, que ce soit en batterie, en chargeur et tout ça. Quand on parle de chargeur, il y a un petit truc qui me fait marrer quand même, ceux qui disent « ouais, mais c'est pour le milieu, l'environnement et tout ça », ça me semble bien qu'ils aient envie de soigner l'environnement, hein, moi aussi, hein, tout le monde. Hein,
Ça devrait être tout le monde. Mais quand on t'inclut un câble USB-C avec l'appareil et on te dit si tu n'utilises pas ce câble, tu ne vas pas pouvoir actualiser le firmware, ce qui est forcément ce câble. Si tu branches le câble, ben, l'appareil dit qu'il n'est pas très content du câble. Attends, non mais c'est quoi ce délire? Si on veut bien faire, l'USB-C c'est un standard, donc n'importe quel câble devrait marcher. Et là, non. Donc on voit bien comment il se moque de nous. Donc voilà. Analyse les points que j'ai racontés et vois comment tu peux éviter de faire cadeau de ton fric à des gens qui se moquent de nous et abusent. Voilà, regarde des produits alternatifs, que ce sont les mêmes vendeurs qui les font, qui les ont aussi. Hein. Et souvent, ils ont plus de marge sur l'alternative. Ils sont encore contents de te le vendre. Toi, tu es content, tu fais des économies, ils sont contents parce qu'ils ont plus de marge. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, mais on ne va pas oublier de dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique à faire. Les exercices, tu dois les monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te les corriger, qui vont dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui va pas. Les formations, ça dure entre 8 et 12 mois, suivant ce que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement du cours, de tes connaissances au départ et tout ça. Alors, il y a plusieurs manières de se financer. La première, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. En français, ça dit de ta poche. Deuxième point, par exemple, si tu es au chômage et Pôle emploi te donne la possibilité de financer un stage, par exemple, ou aussi la possibilité du ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. C'est-à-dire pour chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former à une profession ou un loisir, pas forcément à la photographie. Et donc, eh bien, si tu as profité de ça, eh bien, n'oublie pas qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Donc, si tu allais partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite et fais la formation une fois à la retraite. Là, il n'y aura pas de problème. De la même manière, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Une fois appliquée, seuls les demandeurs d'emploi pourront avoir un financement à 100%. Les autres devront mettre une partie de leur poche. Donc, pareil, si tu as quelque chose d'accumulé, profites-en, inscris-toi au plus vite avant que la loi soit appliquée, parce que ce qui compte, ce n'est pas la date à laquelle tu feras la formation, mais la date d'inscription à la formation. Donc, n'oublie pas aussi, si tu t'inscris, appelle-les de ma part, parce que quand tu t'inscris de ma part, tu reçois un super bouquin épais comme ça avec 350 trucs photos. Voilà, tu le reçois 1 ou 2 mois après le début, parce que c'est pour vérifier ton assiduité. Voilà, donc merci Arvia. Ah oui aussi, n'oublie pas le forumphoto.com, le site gratuit de Arvia pour participer sur un forum. Voilà, en français. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, ça serait vraiment sympa si tu écris Jibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux aussi l'utiliser dans la case à côté, c'est complètement compatible. Je te laisse, et je te remercie énormément parce que ça me file vraiment un coup de main. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, et aussi un lien et des liens affiliés d'autres produits que j'ai présentés, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!